Après les questions. Eh bien, bonjour à tous, je vous remercie pour cette invitation. Et effectivement, je vais vous parler d'HBP, de la prise en charge en chirurgie ambulatoire. Alors là, on s'intéresse à une pathologie avec de très nombreuses techniques. Et donc, j'ai initialement abordé un point de vue technique. Et finalement, vous voyez ici, c'est l'intervention de l'adénomectomie prostatique par voie ouverte, qui est l'intervention ancestrale. Et l'urologie a quand même énormément avancé, avec des techniques de plus en plus mini-invasives. On a pu le voir ici avec la chirurgie robotique pour la néphrectomie partielle et la prostatectomie totale. Vous voyez l'adénomectomie qui aujourd'hui a été est partie sur la voie célioscopique, puis ensuite la voie robotique. Et puis vous avez parallèlement la chirurgie endoscopique qui s'est développée avec la RTUP que tout le monde connaît, donc résection transurétrale de prostate, et avec aujourd'hui de très nombreuses techniques mini-invasives que je vais vous évoquer dans un petit instant. Et l'idée, c'est toujours d'être le plus mini-invasif possible. Et encore une fois, l'idée, c'est de proposer ces techniques-là à des patients, choisir la bonne indication. Donc quand on s'intéresse aux techniques dites conventionnelles, c'est-à-dire on va globalement retirer du tissu prostatique, on a la fameuse adénomectomie prostatique que je vous évoquais tout à l'heure, qui est donc l'intervention initialement de référence qui a évolué au cours du temps, comme on a pu le voir. La résection de prostate, la résection donc, qui a été classiquement faite au courant électrique et qui aujourd'hui a évolué avec les techniques laser, c'est ce qu'on a évoqué lors de la présentation de Jules Cuvillier tout à l'heure, et je vais en reparler dans un petit instant. L'énucléation de prostate, aujourd'hui, qui a beaucoup bénéficié de l'évolution des techniques avec l'apparition du laser, on va dire au cours des années 90, et qui aujourd'hui s'est très nettement développé et qui tend à devenir une chirurgie de référence, et on a pu le voir avec une augmentation du nombre d'actes également. On va le voir aussi sur le recours à la chirurgie ambulatoire. Et puis d'autres techniques, donc l'ablation, vaporisation, donc au laser. Vous voyez ici ces vidéos. L'idée, c'est non pas de retirer le tissu prostatique via un geste de résection, l'ablation, c'est vraiment de vaporiser le tissu, d'en faire donc de la vapeur d'eau. Et enfin, deux autres techniques, l'aquablation, qui est cette fois-ci l'idée de retirer du tissu via un jet d'eau à très haute pression, donc comme un Karcher, comme vous pouvez le voir, hop, juste ici. Voilà, ici un jet d'eau à très haute pression, donc on vaporise entre guillemets de la prostate, et enfin l'incision cervico-prostatique où globalement on va simplement inciser la prostate. Donc ça, ce sont les techniques donc conventionnelles. Et puis plus récemment, on a vu l'apparition de nouvelles techniques dans les années 2000 qui sont les techniques dites mini-invasives. Alors mini-invasive, l'idée, comme vous l'avez bien compris, c'est d'être le moins invasif avec une récupération la plus rapide possible, une réhabilitation la plus rapide possible pour un retour aux activités, incluant les activités professionnelles, le plus rapidement possible. Alors parmi ces techniques-là, vous avez la technique Urolift, qui est la première qui a été commercialisée, qui date maintenant il y a plus de 15 ans. Donc l'idée, c'est de mettre globalement des agrafes au niveau prostatique, d'ouvrir la lumière urétrale, une intervention qui peut même se faire sous anesthésie locale. On n'a même plus besoin d'anesthésiste, et je vais revenir également juste après dans cette présentation. La deuxième technique, c'est la technique dite résume, où l'objectif cette fois-ci est de piquer la prostate, comme vous pouvez le voir, là c'est la vidéo qui est juste en haut, où vous allez piquer la prostate avec donc une aiguille où vous allez diffuser de la vapeur d'eau et qui va induire ensuite une nécrose du tissu prostatique et qui va donc secondairement permettre d'ouvrir la lumière urétrale et donc permettre aux patients de mieux uriner. Contrainte de cette technique, contrainte entre guillemets, c'est la mise en place d'une sonde vésicale, contrairement à la technique Urolift où cette fois-ci vous avez juste les agrafes posées et vous sortez globalement le jour même. Troisième technique que vous voyez en haut à droite, l'embolisation des artères prostatiques. Alors cette fois-ci, ce n'est pas l'urologue qui va intervenir, mais le radiologue qui va injecter globalement de la colle ou des microsphères au sein des artères prostatiques. Objectif, encore une fois, un peu comme le résume, c'est d'induire une nécrose au sein du tissu prostatique et de façon indirecte, donc d'ouvrir la lumière urétrale pour améliorer donc les symptômes de nos patients. Et puis vous avez deux dernières techniques encore un peu plus récentes. L'écholaser, c'est ce qu'on appelle le laser transpérinéal interstitiel. L'idée, c'est comme les biopsies de prostate aujourd'hui qui sont majoritairement faites par voie transpérinéale, eh bien, c'est vous piquez la prostate par voie transpérinéale et vous mettez des fibres laser au sein de la prostate. L'idée, c'est de la chauffer, un peu comme le résume, comme on vient de le voir, qui va induire secondairement une nécrose au sein du tissu prostatique et qui va donc, là aussi, ouvrir la lumière urétrale et donc améliorer la symptomatologie de nos patients. Et enfin, dernière technique mini-invasive, l'ITIND, qui est en gros la mise en place d'un stent temporaire
Aussi, c'est une technique qui peut se faire par voie sous anesthésie locale. L'idée, vous voyez, c'est la mise en place comme une sonde vésicale, globalement, je schématise, mais c'est un stent qui va rester 5 jours en place, et vous le retirez ensuite en consultation, et ça va mimer l'intervention de l'incision cervico-prostatique qu'on a pu voir dans les techniques conventionnelles. Donc vous voyez, aujourd'hui, le traitement de l'adénome de prostate, ça revêt beaucoup de techniques. Et l'idée, c'est de savoir quelle technique peut être proposée au patient en fonction de sa symptomatologie, de ses comorbidités. Et aujourd'hui, comme on l'a pu le voir lors des interventions précédentes, c'est de bien sélectionner son patient pour savoir à qui on va pouvoir proposer la chirurgie ambulatoire. Alors globalement, j'ai retenu 3 critères pour la prise en charge en chirurgie ambulatoire. La première, évidemment, c'est le risque opératoire et anesthésique. Bien entendu, si vous avez un patient qui ne peut pas être endormi, il va falloir peut-être songer à des techniques dites mini-invasives qui, elles, pourront éventuellement se faire non pas au bloc opératoire, mais en consultation. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Le risque hémorragique, bien entendu, où on est sur une chirurgie qui a haut risque hémorragique au niveau de l'HBP et donc qui va probablement contre-indiquer nos patients pour la chirurgie ambulatoire. Et enfin, la faisabilité, soit en chirurgie ambulatoire, soit en consultation. On va revoir quelles sont les différentes techniques pour ces 3 questions. Alors, si on s'intéresse au risque opératoire et au risque anesthésique, bien globalement, les recommandations nous disent que, vous avez les recommandations françaises, européennes et américaines d'urologie, qui nous disent que si vous avez un patient qui n'est pas endormable, voici les techniques que vous pouvez lui proposer. Globalement, ce sont les techniques dites mini-invasives, puisque les techniques conventionnelles, vous êtes forcément obligé de passer par une étape d'anesthésie, qu'elle soit anesthésie générale ou rachianesthésie. La sédation n'est pas retenue. Et donc, si on souhaite faire opérer un patient qui a des symptômes du bas appareil urinaire sur une HBP, et donc l'opérer, il va plutôt falloir s'intéresser à des techniques donc mini-invasives. Et vous voyez que toutes les techniques mini-invasives peuvent être proposées chez un patient avec un risque opératoire ou anesthésique important, c'est-à-dire donc récusé par nos collègues anesthésistes d'une chirurgie dite classique. Si on a un patient avec un risque hémorragique, donc sous anticoagulant, eh bien aujourd'hui on sait que la technique classique de résection transurétrale de prostate, eh bien on a eu un avantage à passer au départ du monopolaire à la technique bipolaire, qui est donc un courant électrique, et on nous a bien montré que ça permettait donc de réduire les pertes sanguines et donc la chute du taux d'hémoglobine post-opératoire et également le risque de transfusion. Aujourd'hui, vous avez les techniques d'énucléation de prostate au laser, on peut également le faire au courant électrique, et là aussi, l'OLEP, donc l'énucléation de prostate au laser holmium, a montré qu'elle était nettement supérieure à une technique de résection classique au courant monopolaire. Et enfin, vous avez la photovaporisation laser, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous utilisez un laser qui va vous permettre de vaporiser la prostate, et bien cette technique également a montré une supériorité aux techniques dites classiques, donc au courant électrique. Donc aujourd'hui, si on s'intéresse au risque hémorragique, le grand gagnant, finalement, c'est le laser, quelle que soit la technique au laser, qui nous a vraiment montré une supériorité en termes de pertes sanguines, de taux de transfusion, et également sur la durée de sonde vésicale à demeure lorsque le patient a été opéré. Donc clairement, le laser s'impose comme le gagnant chez le patient qui a des traitements anticoagulants. Alors concernant la faisabilité en chirurgie ambulatoire aujourd'hui, eh bien, si on s'intéresse aux techniques conventionnelles, on a vu que le laser, clairement, nous permettait de réduire le risque de saignement, bien entendu, donc les pertes sanguines, et donc va s'imposer comme une des techniques aujourd'hui très clairement éligible à la chirurgie ambulatoire. Alors, quelle que soit la technique laser, on a pu voir la vaporisation, on a pu voir l'énucléation, la résection est aussi possible, et aujourd'hui, c'est une technique qui n'est pas réalisée dans le quotidien parce qu'elle a d'autres contraintes qui sont un temps opératoire beaucoup trop long par rapport à une technique classique. Et enfin, l'incision cervico-prostatique, qui est vraiment une technique extrêmement simple et qui donc aujourd'hui a tous les critères pour être proposée en chirurgie ambulatoire. Concernant les techniques mini-invasives, eh bien, cette fois-ci, on parle donc de chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va au bloc opératoire. Le grand sujet de ces techniques-là, c'est que vous avez de nombreuses études aujourd'hui qui nous montrent qu'elles sont également faisables sous anesthésie locale, sans qu'il y ait pour autant de protocole d'anesthésie locale standardisé. La technique Urolift résume l'embolisation des artères prostatiques ont très clairement été aujourd'hui, vous avez de nombreuses publications qui nous montrent qu'elles sont largement faisables sous anesthésie locale pure, c'est-à-dire que finalement,
votre patient n'est plus éligible à la chirurgie ambulatoire, mais éligible simplement à la consultation. Comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, les biopsies de prostate sont majoritairement faites en consultation, donc l'urologue finalement se détache totalement du bloc opératoire et translate cette activité de chirurgie initialement qui aurait pu être proposée en ambulatoire à de la consultation. Donc clairement aujourd'hui l'idée c'est finalement, on a pu le voir avec les contraintes liées au Covid, les accès au bloc opératoire aujourd'hui assez restreints pour certains centres, eh bien, c'est de vraiment se désolidariser finalement de nos collègues anesthésistes pour pouvoir faire des traitements en toute autonomie et donc proposer ces interventions-là à nos patients. Et vous verrez, c'est pour ça, c'est une des réponses finalement pourquoi la chirurgie ambulatoire n'évolue pas tant que ça pour l'HBP, c'est qu'on essaie finalement de ne pas proposer ces chirurgies-là sous anesthésie et vraiment de les proposer sous anesthésie locale. Et donc la faisabilité en consultation, c'est finalement ces techniques mini-invasives, donc le relift, le résume, l'ANTID et l'écho-laser, qui sont vraiment des techniques mini-invasives. Et aujourd'hui, le peu d'études qui se sont intéressées à la faisabilité en consultation et avec des protocoles d'anesthésie locale ont montré globalement sur les études comparatives que, en termes de douleur, ça équivalait finalement à une cystoscopie, donc finalement très très peu de douleur, à condition de bien sélectionner son patient, comme toujours, pour ces techniques-là. Et aujourd'hui, on voit que l'engouement pour les techniques mini-invasives, là ce sont des données américaines, on n'en dispose pas encore en France, on va voir pourquoi dans un instant. Aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont en train vraiment de s'accroître avec de plus en plus, avec un nombre de patients croissant chaque année par rapport donc aux techniques Urolift et Résume, avec des données donc ici un peu plus anciennes au niveau américain. Donc le quid de la prise en charge en chirurgie ambulatoire, on l'a vu. L'idée de la chirurgie ambulatoire, c'est que le patient est finalement hospitalisé moins de 12 heures, mais il est quand même dans une unité d'hospitalisation. Et on voit que sur certains traitements de l'HBP, on est totalement en train de se détacher de ces dogmes, donc c'est-à-dire d'une hospitalisation de moins de 12 heures. La chirurgie ambulatoire en neurologie, on a pu le voir tout à l'heure, les troubles mictionnels, ça fait clairement partie des points noirs de la chirurgie ambulatoire en neurologie. Vous voyez ici ces données qui datent de 2024, avec moins de 6% de chirurgie ambulatoire pour les troubles mictionnels de l'homme, sur un volume total, vous voyez, d'intervention de 113 562 sur l'année 2024. Et on voit sur le taux de chirurgie ambulatoire en urologie sur 5 ans, vous voyez que ça monte. Année 2020, on était aux alentours de 39%, pour atteindre à peu près 46% en 2024. Alors qu'en est-il sur la chirurgie de l'HBP ? Eh bien, on voit que si on s'intéresse ici aux codifications en 2025, les 25 principaux actes réalisés en urologie, alors parmi les principaux, on a vu que la postectomie, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est quand même la chirurgie de l'HBP. Vous voyez, ici avec 40 000 séjours par an, la proportion de chirurgie ambulatoire, 0,9%. Si on s'intéresse ensuite à la chirurgie de prostate au laser, on a vu que le laser, ça permettait quand même de faire une meilleure hémostase, d'avoir donc une amélioration des suites post-opératoires, donc quelque chose qui pourrait être clairement proposé à nos patients en chirurgie ambulatoire. Et on voit que le taux d'ambulatoire pour cette intervention, qui est aujourd'hui de à peu près 20 000 actes par an, de à peine 9%. Et enfin, la chirurgie de prostate par vaporisation laser, comme on a pu le voir également, qui représente à peu près 4500 actes par an. Cette fois-ci, on est sur 26% d'ambulatoire. Encore une fois, ce sont des techniques pour lesquelles il va falloir très clairement sélectionner nos patients, puisque la chirurgie de l'HBP, c'est clairement très patient dépendant, et vous avez des patients qui remplissent tous les critères de l'ambulatoire et qui finalement, au moment où vous allez les opérer, vont avoir finalement un saignement et donc peut-être un taux finalement d'hospitalisation un peu plus important. Donc finalement, les facteurs qui expliquent aujourd'hui ce faible taux de chirurgie ambulatoire pour l'HBP, c'est aussi la différence de patients entre éventuellement les CHU et aussi en activité libérale, où vous allez avoir moins d'ambulatoires en CHU parce que des patients souvent plus comorbides avec des traitements antiagrégants, des traitements anticoagulants qu'il faudra proposer, enfin arrêter, et donc qui ne sont probablement pas éligibles à la chirurgie ambulatoire. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une disparité entre centres publics et centres privés. L'autre point, c'est qu'il faut effectivement développer les circuits patients. On l'a vu tout à l'heure, c'est une organisation vraiment en amont, la bonne sélection du patient, de le préparer également en post-opératoire, puisque pour certaines techniques,
On a pu voir même pour les techniques mini-invasives, le résume, ou bien la technique avec l'écho-laser. Eh bien, ces patients vont sortir avec une sonde vésicale à domicile pendant quelques jours, ça peut être 5 jours, jusqu'à 7 jours. Et donc là aussi, il va falloir les préparer. Et encore une fois, on a très peu de données puisque ces techniques sont assez récentes, mais on sait qu'elles répondent globalement à tous les critères pour la chirurgie ambulatoire ou en consultation. L'autre point, on a pu le voir, c'est l'organisation des unités de chirurgie ambulatoire. On l'a vu lors des présentations précédentes, c'est vraiment une préparation des circuits patients, tout doit être anticipé pour pouvoir proposer ça et préparer également les patients, parce qu'encore une fois, lorsqu'ils ont été opérés et que tout se passe bien, tant mieux, mais encore une fois, lorsqu'ils sont seuls à domicile avec la sonde vésicale, au départ, ça peut les perturber, d'où les outils numériques qui ont été développés et qui peuvent être proposés également pour ce type d'intervention. L'idée, c'est que le patient soit préparé à cette sonde vésicale et savoir comment les suites vont se passer. Et enfin, l'autre point aussi qui peut expliquer le faible taux d'ambulatoire jusqu'à présent, c'est le remboursement de toutes ces techniques mini-invasives. On a pu le voir, elles existent finalement depuis assez longtemps. L'Urolift est la première technique mini-invasive qui avait été décrite depuis quasiment les années 2011. Et aujourd'hui, le remboursement, vous voyez, est arrivé simplement en mai 2023. Raison pour laquelle les chiffres de l'ambulatoire sont assez faibles en France par rapport même aux techniques mini-invasives. Vous voyez, la technique résume, le remboursement est intervenu simplement en février 2024. Donc ça, c'est aussi un grand frein au développement de la chirurgie ambulatoire et très probablement que les données que je vous ai présentées en 2024 vont évoluer puisqu'aujourd'hui, les remboursements étant actés, on va avoir de plus en plus d'actes mini-invasifs proposés à nos patients et qui répondent parfaitement aux critères de la chirurgie ambulatoire et également de la consultation. Et ça sera clairement des choses à évaluer dans le futur pour voir quelles sont finalement l'évolution de nos données nationales. Donc en conclusion, on voit qu'aujourd'hui, la chirurgie ambulatoire, il n'y a pas de secret, c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se coordonne bien en amont finalement de la programmation de cette intervention chirurgicale, avec une sélection rigoureuse des patients. On l'a bien vu, un patient qui ne peut pas être endormi et à qui on va proposer une chirurgie mini-invasive, mais qui a de très nombreuses comorbidités, il sera peut-être hospitalisé parce que ne répondant pas à des critères d'éligibilité à la chirurgie ambulatoire. Les patients sous anticoagulants également. Et enfin, vous voyez qu'on dispose aujourd'hui de très nombreuses techniques chirurgicales pour le traitement de l'HBP, qu'elles sont apparues finalement assez récemment sur le marché avec un manque de recul, mais très clairement, ces données vont probablement évoluer. On l'a vu avec la présentation de Gilles Cuvillier tout à l'heure, on a un potentiel aujourd'hui de traitement, de recours à la chirurgie ambulatoire et probablement assez significatif et l'avenir nous dira comment les choses vont évoluer. Je vous remercie pour votre attention.